Réalité augmentée. Donc, je disais, c'est l'autre gros sujet du salon. Et là aussi, il y a des choses très intéressantes qui se passent, et probablement encore un petit peu en dessous du radar. Alors, les casques, vous en avez plein. On peut les catégoriser simplement. Il y a ceux qui sont des coques à smartphone. C'est le cardboard de Google avec du plastique. Donc ça, c'est le Daydream de Google, ça, c'est le Gear de Samsung, ça, c'est le même chez LG. C'est juste des coques à smartphone. Il y a une optique qui permet de voir l'image du smartphone qui a été coupée en deux. C'est le moins cher, ça coûte 30 à 70 euros. Arcos en fait en France. OK. Après, vous avez ceux qui intègrent directement un processeur de smartphone, voire de PC. Mais c'est plutôt des processeurs mobiles qui sont intégrés là-dedans. J'ai oublié les noms, il y a le Royal ici, celui-là, j'ai oublié son nom. Donc, l'intérêt, c'est la mobilité. Vous l'avez sur vous, vous n'êtes pas connecté à un ordinateur. Et puis, le dernier, c'est carrément, vous êtes lié à un PC. Et ceux-là, c'est les deux les plus connus. Et d'ailleurs, avec un retournement de tendance qui est assez perturbant, c'est qu'Oculus Rift, dont on a parlé sans arrêt pendant 3 ans, s'est complètement fait bouffer par HTC, avec son Vive. Et le HTC Vive est meilleur qu'Oculus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est meilleur, techniquement parlant, et Facebook a raté son acquisition pour l'instant. Après, ils vont venir à la charge, ils vont sortir une V4, et on verra. Mais il s'est vendu, je crois, entre 1,5 fois et 2 fois plus de HTC que d'Oculus Rift. Et il s'est vendu beaucoup plus de Gear de Samsung, qui en a vendu, je crois, 4 millions, et aussi de l'équivalent qui est lié à la PS4 de Sony. Pourquoi? Parce que le jeu est un scénario très porteur pour ce domaine. Alors, il y a quelques nouveautés à noter sur les casques de réalité virtuelle. La première nouveauté, c'est l'ajout de capteurs physiques ou de capteurs qui permettent, à partir du casque, de sentir ce qu'il y a autour de vous. Donc, vous avez RealSense, qui est une techno d'Intel, qui est mise dans leur propre prototype Alloy de casque, donc qui, en gros, sent en 3D tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, si, par exemple, vous avez vos mains devant, il verra vos mains et il pourra mettre un objet sur la main. Vous avez Stereolab, qui est une boîte française qui a son propre casque, qui utilise des caméras et qui reconstitue aussi une vision en 3D de ce qu'il y a autour. Et puis vous avez carrément des boîtes comme Fauve qui vous met dans le casque un capteur oculaire qui vient en général d'une boîte scandinave qui s'appelle Tobii et qui est capable de suivre le mouvement de vos yeux pour voir ce que vous regardez et ajuster l'image et l'expérience sensorielle qui va avec. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est l'arrivée de casques qui traite un problème qui n'était pas bien traité jusqu'à présent, qui est ce qu'on appelle le champ de vue, le field of view. Les casques qu'on a aujourd'hui, le Rift comme le HTC Vive, ils ont un défaut, c'est qu'ils n'ont que 110 degrés de champ de vue. Ce qui fait que ce que vous voyez, vous, c'est ça. Donc quand vous voulez comprendre ce qu'il y a autour de vous, vous bougez la tête, comme ça, comme ça. C'est pareil dans HoloLens de Microsoft qui est en réalité augmenté et pas virtuel. Mais c'est fatigant. Il faut sans arrêt tourner la tête pour voir ce qui se passe. Et donc vous avez 3 boîtes au minimum, si ce n'est pas 4 cette année. Il y a le Pimax, qui correspond au diagramme qui est là. Il y a le StarVR et puis surtout Panasonic, qui ont des arrangements techniques qui sont un peu tordus, des écrans très grands, des optiques un peu lourdes et complexes, mais qui traitent ce problème-là et qui vous donnent un champ de vue de 200 degrés qui est quasiment celui de l'œil. Ça devient intéressant. Le problème, c'est que le compromis qu'il faut savoir gérer quand on est constructeur, c'est que si on augmente le champ de vue, on augmente la taille des pixels sur un écran 2K ou 4K. Donc, il faut augmenter la résolution des écrans. Donc, il faut passer de la 2K à la 4K, donc plus de pixels dans les écrans, donc plus de puissance machine, moins facile à embarquer dans l'appareil. Et donc, on a un équilibre complexe entre, finalement, le réalisme d'un côté et la technologie hardware qu'il faut mettre derrière pour que ça tourne. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi des casques sans fil avec un PC. Alors, première solution, vous mettez le PC dans un sac à dos. C'est ce que fait MSI depuis plus de 6 mois. Ils ont un truc qui s'appelle le VR One. Je l'ai vu, c'est marrant, c'est un sac à dos, ça pèse 8 kg. Pourquoi pas? Bon. Cosmonautes, ils ont aussi un sac. Les parachutistes aussi, alors pourquoi pas dans la réalité virtuelle. Vous avez carrément aussi cette boîte qui utilise le Vive, oui, c'est le HTC Vive, et eux, ils ont mis un petit capteur ici. En fait, c'est juste une borne Wi-Fi qui utilise ce qu'on appelle le Wi-Fi AC, qui est celui qui a le plus haut débit. Et il va être connecté. Il y a 3 boîtes en fait qui font ça. Ils utilisent tous le même niveau de Wi-Fi, le même standard de Wi-Fi. Et donc de l'autre côté, vous avez un récepteur Wi-Fi qui se connecte à la sortie HDMI du PC. Et donc vous n'avez plus le fil à la patte qui est quand même assez lourd dans le cas du HTC Vive et ça devient plus sympa de ce point de vue-là. Mais c'est pas tout. Maintenant, on rajoute aussi des expériences sensorielles en retour de force sur vous. Alors le top du top, c'est ces 3 boîtes-là. Somniac, Hypersuite, Icaros. Ils ont carrément un simulateur de vol, vous allongez dessus, ça fait bouger vos pieds, vos mains, et vous faites du vol plané
avec une sensation physique. Il y en a même carrément qui vous soulèvent en l'air, il y en a d'autres qui sont dans des trucs absolument délirants. Et donc, il y a plein de jeux vidéo pour lesquels on se prend pour Superman, Spiderman, et donc on s'assoit là-dessus. Alors, c'est pas le truc facile à mettre dans le salon, si vous voulez, même la salle de bain. Donc, en gros, c'est fait pour les parcs d'attractions. C'est fait pour le MK2, qui est un cinéma à Paris, qui a été équipé avec le Somniax, qui est un des trois, là, pour attirer du monde. Mais on ne l'aura pas chez soi avant un certain temps, ne serait-ce que pour des raisons de place. Mais c'est pas inintéressant. Alors, le haxon, lui, c'est carrément, vous êtes accroché dessus, et vous flottez dans l'air, et ça vous fait bouger. Et puis, vous avez deux boîtes françaises, GoTouch VR et Up2You, qui vous mettent carrément des petits bouts d'objets sur les doigts, et qui vous font vibrer les doigts en fonction de ce que vous allez toucher de manière virtuelle. Donc si par exemple vous avez un objet qui est en face de vous mais qui est virtuel, vous approchez les mains, il va se mettre à vibrer quand vous êtes proche de l'objet. Donc ça va vous donner un retour de force, un retour physique sur l'objet que vous êtes en train de toucher. Et vous avez Cerevo qui lui fait bouger les pieds, pareil, pour une expérience sensorielle liée à la marche ou à d'autres expériences de jeu. Donc ça, bon, ça commence à être marrant, mais c'est un peu embarrassant quand même, hein, je ne vais pas dire, mais c'est pas le genre de truc qu'on va mettre tous les jours sur soi et qu'on va utiliser autant d'heures que le smartphone dans la journée. Donc ça sera vraiment réservé aux jeux et à des expériences sensorielles rares dans sa vie. Vous avez aussi de la réalité augmentée, mais qui n'est pas liée aux lunettes de réalité augmentée. Par exemple, il y avait 3 boîtes qui présentaient le fameux miroir magique, un concept que L'Oréal essaie de concrétiser depuis au moins une dizaine d'années. Et maintenant, vous avez des boîtes qui sont capables de vous rajouter un maquillage virtuel, non pas sur une photo, ce qu'on fait depuis presque 10 ans, mais sur votre image en vidéo. Donc vous tournez la tête, le maquillage y suit. Parce que maintenant, on sait reconnaître la forme du visage en temps réel, on sait faire un mapping 3D du visage avec une ou deux caméras, et on est capable de faire le maquillage virtuel en vidéo. Donc on a le miroir magique. Alors celui-là, il est un peu particulier, il détecte tous les défauts de la peau, il vous permet de comparer avant-après le maquillage, il a un petit côté plutôt orienté santé, presque plus que maquillage, mais il y a plusieurs produits comme ça sur le marché. Vous avez des voitures, plein de voitures au CES ont des viseurs tête haute. C'est quoi? Ce sont des appareils qui renvoient une information sur le pare-brise, comme dans les avions de chasse, et vous voyez votre route et des informations qui se rajoutent à la route, par exemple pour vous guider. Et ça existe depuis des années, mais ça fait partie du marché. Alors il y a des choses bizarres aussi, c'est ça. Alors ça, c'est un stand chinois qui exposait dans la zone des boîtes chinoises. Tu l'as pas vu parce que tu es arrivé juste après, quand j'étais là-dessus. Alors c'est un peu bizarre quand même, parce que là, c'est quand même dystopique. Hein. On est vraiment dans la dystopie totale, c'est chinois. Donc c'est un vibromasseur pour les messieurs, et qui est complété d'une lunette, donc d'un casque de réalité virtuelle, et qui vous affiche le contenu qui correspond à vos fantasmes. Alors, en fait, la publicité est mensongère. Parce que ce que vous voyez là, c'est une vraie dame, là, qui est... Voilà. Mais dans le produit, c'est virtuel. En fait, vous choisissez la manière dont elle est habillée, la couleur des cheveux, etc. Vous appuyez sur le bouton, et ça vous l'affiche en virtuel. Mais je mets ma main à couper que bientôt, il y a des gens qui vont tourner en vidéo, avec la technologie qui est juste après, le truc qui va reconstituer en une image en 3D d'une vraie personne pour simuler les actes sexuels. Donc c'est vraiment dystopique, et je ne vois pas beaucoup de boîtes qui se mettraient à se lancer là-dedans, à part Dorsey en France, mais c'est effrayant par certains côtés, parce que simuler les émotions et simuler ça à ce niveau-là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors, il y a notamment, justement pour capter ces expériences en 3D, une prolifération de caméras. Alors, il y en avait au moins une trentaine de boîtes au CES qui faisaient ça. C'est des caméras 360 degrés. Vous avez celle-là, par exemple, qui est faite par Gyroptique, qui est basée à Lille. Et c'est une petite caméra qui se plug sur votre téléphone et qui filme, comme celle-là, la Theta de Ricoh. Sauf que la Theta de Ricoh, c'est un produit à part, que tu utilises depuis 1 an à peu près, j'imagine, Charles. Et l'équivalent de cette caméra, c'est juste le haut qui se branche sur le téléphone. Donc ça devient un accessoire du téléphone. Et on voit des systèmes plus riches comme ceux-là, qui sont capables de capter en stéréoscopie, c'est-à-dire vraiment en 3D, l'image dans tous les sens à 360 degrés, pour alimenter ces fameux casques de réalité virtuelle. Mais le truc le plus bluffant, c'est ça. Ça fait à peu près 1 an que ça existe. Moi-même, je l'ai découvert vraiment très récemment. Ce sont des techniques utilisant des caméras du style des précédentes qui permettent de capter en 3D une scène complète, y compris dans un stade. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est très intriguant. Vous allez voir. Donc, le principe, c'est
qu'il y a des caméras partout autour du stade qui captent en 3 dimensions tous les éléments du jeu. Hello folks, this is Aytan Ansha from On va InspiredToRise.com. passer l'explication. Et donc, qui est capable de reconstituer dynamiquement une vidéo en 3D de n'importe quel endroit du stade, une fois qu'on a capté tous les angles de vue. Ah, quand vous voyez ça, vous dites, et il y a déjà des boîtes qui font ça aux États-Unis pour diffuser du sport. Autre exemple, là avec des personnes. 8i brings you the best way to create and experience volumetric 3D video of real people. By giving you complete freedom of movement, volumetric video enables an unprecedented sense of presence, vous voyez, real vous avez visual connection. une personne qui a été tournée en vidéo, et avec votre casque, vous tournez autour, et vous la voyez en 3D en tournant autour. C'est la téléportation, Today, we're conceptuellement excited to parlant. introduce an industry Donc breakthrough là, on by se dit, enabling quand fully je vois ça, je dis, volumetric 3D video je of dis le people, stade du futur, allowing là, you to walk tout completely va être around them ça. in virtual Pas tout de suite, reality. parce que vous voyez, l'image n'est pas excellente. C'est We're très on a dur de mission to reconstituer le enable modèle everyone 3D to avec une connect grande with each précision. other in the Mais closest way c'est quand même to real life. très intriguant. Autre exemple, qui doit être ici, c'est sur un objet. C'est juste pour voir la qualité d'image qu'on peut capter par ce mécanisme-là. C'est juste des objets, là, mais ça, c'est vraiment... c'est perturbant. On est vraiment dans la réalité virtuelle, là. C'est vraiment la réalité autour de laquelle on tourne. C'est pas juste un jeu vidéo. Donc imaginez la combinaison de ça avec le truc d'avant, le BKK. Je ne sais pas ce que ça va donner quand même. Hein, ça va, bon. Alors, vous vous rappelez les écosystèmes? Écosystèmes, bah là aussi, je fouille un petit peu plus ce qui se passe dans la VR. Tout à l'heure, je vous ai montré Steam et YouTube, mais il y a tout un tas de boîtes qui sont positionnées dans ces marchés-là, qui sont vraiment des sociétés qui ont des plateformes. Il y a des standards qui émergent. Par exemple, WebVR, c'est en gros le standard de la réalité virtuelle pour les vidéos qu'on met sur YouTube et qui sont utilisables dans les casques. Vous avez tout un tas d'éditeurs de jeux, comme Ubisoft français, qui développent des jeux pour les casques de réalité virtuelle. Et donc, vous avez des boîtes qui se constituent là-dessus. Donc, on est dans un marché où le casque va être une commodité. Et ce sont ces gens-là qui feront les contenus, qui feront les chaînes de valeur, comme NextVR, qui est une boîte américaine qui fait de la captation en réalité virtuelle de matchs de sport, un peu comme ceux qu'on a vus avant. C'est leur métier. Ils font la chaîne de bout en bout, ils captent les matchs, ils ont leur propre codec qui encode la vidéo pour l'envoyer sur un tuyau, en partenariat avec des opérateurs télécoms. Et de l'autre côté, ils ont le player qui joue sur le PC ou je ne sais pas quel processeur qui irrigue les deux écrans pour l'œil. Donc ils ont toute la chaîne de valeur. Et ces gens-là, ils ont une stratégie, ils ont levé 100 millions d'euros quand même. Hein. Bon, c'est un petit détail. C'est intéressant de voir cette manière de procéder et le rôle que ces boîtes-là vont jouer sur le marché.